Bonjour à toutes et tous, merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition d'Euroquestion consacrée à la question du rail en Europe. Cette année européenne du rail doit être l'occasion de faire du transport ferroviaire l'acteur majeur d'une mobilité européenne propre, alors même que sa part globale dans les différents modes de transport est devenue relativement faible. Le ferroviaire n'a pas un problème de décarbonisation, mais bien d'attractivité. Renforcer cette attractivité exige à l'échelon européen une action ambitieuse qui nécessite d'importants investissements publics que le plan de relance européen devrait faciliter. Une année européenne ne suffira pas à entraîner un bouleversement majeur. Cependant, si elle est prise au sérieux, l'année 2021 pourrait devenir celle du lancement d'actions essentielles pour la renaissance du ferroviaire en Europe comme acteur majeur du réseau de transport. Nous sommes ravis d'accueillir M. Matthias Rutte, chercheur senior associé à l'Institut Jacques Delors, qui présentera ses propositions pour un plan d'action européen en faveur du rail, formulé dans sa publication Faire préférer le train aux Européens. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à l'aide de l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Nous aurons un moment dédié dans la seconde partie de ce webinaire de 30 minutes. Sans plus attendre, je cède la parole à M. Routeux pour sa présentation. Bonjour et merci Mathieu. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'avais un petit écho dans la ligne, mais ça marche? Ça marche très bien, je vous entends très bien. Très bien, super. Alors, j'ai fait un petit papier, un petit mémo sur l'année européenne du rail et je voudrais bien vous donner quelques idées que j'ai mis dans ce papier-là pour vous familiariser un peu avec l'enjeu de l'année européenne du rail. En réalité, quand on parle du rail, on parle du transport, il faut en réalité parler du transport en général parce que le transport est tout un système que nous avons à l'intérieur de l'Europe et les trois grands changements qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu poussent à une transformation des systèmes de transport d'une façon assez aiguë. Nous avons d'abord les défis du climat. Je vais vous montrer si je peux un peu le… Non, ça ne marche pas alors. Ça ne marche pas. Nous avons le défi du climat qui, d'une certaine manière, nous pousse à changer notre système de transport à l'intérieur de l'Union européenne. Vous savez peut-être que maintenant, il y a à peu près 25% des gaz à effet de serre qui sont générés par les transports. Ceci a augmenté incessamment depuis un nombre d'années. Et d'une certaine manière, nous avons au niveau de l'Union européenne, nous nous sommes mis l'objectif de réduire nos gaz de serre à moins 55% d'ici 2030 et au moins 90% d'ici 2050. Si vous regardez un peu tous les autres secteurs de l'économie, là, on a eu une diminution d'émissions de gaz à effet de serre, tandis que dans le transport, malheureusement, ça a augmenté. Si vous regardez un peu ce fromage, vous voyez très bien que les rails, aussi parce que en grande partie électrifié et l'électricité d'une certaine manière est comptabilisée différemment, les rails a une très petite contribution uniquement à l'émission des gaz à effet de serre. Notre problème principal n'est du coup, comme Mathieu Meunier l'a dit, n'est pas en réalité la décarbonisation du rail. Nous avons dans certains cas encore besoin de replacer des locomotives diesel avec d'autres types de propulsion, par exemple l'hydrogène. Mais notre défi en général, c'est d'augmenter
la partie du rail dans les systèmes de transport. Parce qu'en réalité, si Mathieu, vous pouvez passer au numéro 2, à la page numéro 2. En réalité, si vous regardez un peu la répartition modale, ici c'est le transport terrestre, entre les différents modes de transport, vous voyez très clairement que le rail a une très faible partie, fait une très faible partie du transport à l'intérieur de l'Union européenne. On est d'une façon constante pour les 10 dernières années, à peu près entre 7 et 8% du secteur. Si vous prenez encore le métro et les trams, vous voyez un peu, on arrive à moins de 10% en termes de répartition mondiale, tandis que c'est la route qui est très dominante dans le transport. Vous passez peut-être ça c'est les passagers. En ce qui concerne les fret, malheureusement, l'image c'est à peu près la même chose. Le fret c'est un peu plus performant. Nous sommes à peu près à 18-19% dans l'Union européenne. Il y a des différences entre des différents États membres, mais vous voyez un peu que là encore, c'est la route qui prime. Et du coup, toute la discussion que nous avons en ce moment sur la réorganisation et la rupture que nous avons dans les systèmes de transport est très axée sur les autres modes de transport, sur l'électrification de la voiture, sur l'hydrogène pour les camions, pour les avions avec des carburants électriques, ainsi de suite. Et d'une certaine manière, nous sommes en train, d'une certaine manière, de rater un peu la chance que nous avons de mettre le rail beaucoup plus en avant, parce que tout le monde se concentre plutôt sur les autres modes de transport. Et c'est à cause de ça, j'ai fait ce petit papier pour identifier quelques leviers que nous avons pour augmenter la partie modale du rail par rapport aux autres modes de transport. Et si vous regardez un peu les papiers, vous allez voir que j'identifie 8 leviers. Le premier levier, c'est en réalité le levier de créer des conditions d'égalité pour les différents modes de transport en ce qui concerne les coûts, en particulier aussi en ce qui concerne les coûts externes. Et peut-être la planche 7, Mathieu. 7. En ce qui concerne l'égalité, les conditions d'égalité, nous allons en réalité, vous allez voir que nous avons plus ou moins des coûts externes pour le transport de 987 milliards d'euros. Si nous prenons encore le coût d'infrastructure de 283, ça c'est les derniers chiffres que j'ai pu trouver d'une étude qui est assez complète. Nous avons à peu près 1 billion, à peu près 1 billion 300 milliards d'euros de coûts externes de transport. Et là, vous voyez très clairement aussi que c'est surtout la route qui a des coûts externes. Et si vous regardez cette étude, et si vous regardez aussi mon petit papier, vous allez le voir, c'est que en réalité, le rail paie plus ses coûts externes que la route. Il y a surtout des éléments que dans le débat, quand on discute la décarbonisation, sont rarement pris en compte. Ça, c'est toutes les questions de congestion, les questions
d'accidents. Alors, c'est-à-dire même avec des voitures électriques, avec des camions à hydrogène, vous allez avoir la congestion, vous allez avoir des accidents, peut-être moins avec la digitalisation. Mais d'une certaine manière, le premier enjeu, c'est égalité des conditions d'égalité entre les différents modes de transport. C'est facilement dit. Moi, j'ai travaillé là-dessus pour 30 ans. Mais en réalité, le moment où vous essayez de le faire, il y a des enjeux sociaux, des enjeux de connectivité. Si on a introduit des péages, des choses comme ça, qui interviennent, qui font ceci, qui font que ceci est un élément assez difficile. Deuxième levier que j'ai identifié, c'est qu'il faut mobiliser des fonds publics suffisants. Les derniers chiffres que j'ai trouvés des chemins de fer européens, ils ont fait un déficit par rapport à l'année précédente de 26 milliards à cause du Covid. 24 milliards en ce qui concerne les passagers et 2 milliards en ce qui concerne le fret. Nous avons du coup probablement d'une façon très similaire que ce qu'on voit en ce moment en termes de discussion pour des aides pour les lignes aériennes. Nous avons besoin que les caisses soient renflouées par l'État aussi pour les chemins de fer. Mais en même temps, nous devons aussi, d'une certaine manière, définir ce qu'on a fait il y a à peu près 15 ans, mais je pense qu'on doit le révisiter, les conditions sous lesquelles aides d'État peuvent être données aux ferroviaires. Nous avons évidemment aussi besoin de fonds publics européens. Et heureusement, le plan de relance et la facilité de relance et de résilience nous donne une possibilité de mobiliser pas mal de fonds aussi pour l'investissement dans le ferroviaire. Il faut voir un peu combien cet argent est utilisé par les différents États membres. On aura des chiffres plus exacts fin du mois avril. En ce moment, je suis conscient qu'il y a au moins une quinzaine des États membres qui ont utilisé aussi ce fonds-là pour investir dans le ferroviaire, et ça, c'est plutôt bon signe. Troisième point, et si je peux avoir la planche 12, troisième point, c'est en réalité que nous devons travailler beaucoup plus sur la création de l'espace ferroviaire unique européen. Ça doit être une autre. C'est un peu long. Ah oui, celui-là, oui, pardon. L'espace, j'espère que ça c'est visible, l'espace ferroviaire unique européen est en réalité une idée qui a été déjà lancée il y a 30 ans. En 1991, avec une première directive suite au livre blanc de Jacques Delors à l'époque. Et nous avons pris jusqu'en 2016 pour mettre en place les règles pour la création d'espace unique ferroviaire. Pourquoi? C'est difficile de faire l'analyse là maintenant dans 5 mots, mais je pense qu'en réalité, le ferroviaire a toujours pensé national et pas assez international. Et du coup, nous avons bâti nos systèmes ferroviaires plutôt sur
sur le modèle des nations. Et c'est uniquement ces dernières années que nous avons en réalité, vous voyez ça sur la carte ici, ça c'est la vitesse des connexions ferroviaires entre les différentes villes, que d'une certaine manière, chaque État membre développe plutôt son système ferroviaire pour lui-même et pense pas trop aux connexions internationales. Je vous donne un chiffre. Si je regarde un peu l'évolution de l'aviation en Europe, avec la création d'une certaine manière d'un ciel unique européen, nous avons doublé le trafic ferroviaire entre 95 et 220. Tandis que dans le ferroviaire, la part du ferroviaire est restée stable. Vous avez vu les chiffres 7,8% si on regarde le transport terrestre, ou 6,9% si on intègre aussi le maritime et l'aviation là-dedans. Alors, travailler sur cet espace ferroviaire unique était un enjeu assez compliqué et nous sommes uniquement arrivés en 2016 avec la législation européenne, aussi avec la création de l'Agence européenne du rail à Valenciennes et Lille. Mais elle existait déjà avant, mais elle a été renforcée dans ses pouvoirs. Et en réalité, les dernières ouvertures vont uniquement se faire d'ici 2023. En ce qui concerne la concurrence au niveau national pour les trafics nationaux. Et chaque fois, il faut faire une distinction parce qu'il y a soit la concurrence sur le rail ou la concurrence pour le rail. Quand on a des obligations de service public, et nous avons réglementé ces obligations de service public, et je suis tout à fait d'avis qu'il faut des obligations de service public, on doit plutôt s'intéresser à obtenir un contrat de longue durée pour accomplir les obligations de service public. Il y a rarement une situation où nous avons les concurrences sur le rail, où nous avons les différentes sociétés de rail pour les passagers qui se concurrencent sur le même tronçon de rail, ce qui est différent pour le fret. Et en réalité, si vous regardez un peu au point de vue international, nous sommes, point de vue international, à peu près à 10% uniquement du part pour les passagers du trafic international par rapport au trafic national, tandis que en ce qui concerne les fret, 52% du fret est en réalité international. Quatrième levier, le ferroviaire numérique ou la digitalisation. Je ne vais pas dire grand-chose, mais en réalité, nous sommes en pleine révolution digitale aussi dans le rail. Le rail, de mon point de vue, a toujours été un secteur innovant, mais qui prend un peu de temps de mettre en œuvre les innovations. Mais nous sommes en train de pleine révolution là-dessus et d'une certaine manière, ceci à la fois avec un sujet pour lequel je m'intéresse beaucoup, ça c'est les systèmes de gestion de trafic du rail, mais aussi la mise en œuvre de la géolocalisation dans le rail via satellite, l'installation de 5G en termes de communication, le couplage digital automatique, tous ces éléments sont en train d'arriver dans le rail qui vont changer beaucoup le rail.
et d'une certaine manière vont aussi nous aider à rendre le rail plus attractif parce qu'on aura plus de fiabilité, plus de ponctualité, plus de capacité, réduction de coûts et plus de fiabilité. Et cette attractivité de rail, d'une certaine manière, est probablement l'élément qui est le plus marquant en ce moment dans le discours politique, l'année européenne du rail. Vous voyez un peu ici sur la carte les connexions entre les villes, c'est-à-dire la définition des corridors passagers entre les différentes villes qui vont au-delà des frontières. Nous allons aussi voir de plus en plus de trains de nuit être introduits. Nous avons l'objectif de augmenter considérablement par 50% d'ici 2030 le fret ferroviaire et de doubler le fret ferroviaire d'ici 2050. Tous ceci sont des éléments en même temps aussi des changements en termes de billetterie multimodale. Tout ça sont des éléments d'augmenter l'attractivité du rail. Un petit mot encore sur l'infrastructure. Et avec ça, je pense que je vais m'arrêter parce que je vais laisser un peu de questions. Nous venons justement d'adopter au niveau européen le deuxième mécanisme d'insertion d'interconnexion européen, Connecting Europe Facility. Et ce deuxième mécanisme, en réalité, est le précurseur. Ça mobilise beaucoup d'argent, 25 milliards pour les 7 années à venir, mais c'est le précurseur aussi d'une révision, une discussion d'une révision des réseaux transeuropéens, des règlements sur le réseau transeuropéen qui va être mise en avant probablement en automne de cette année et qui nous permettra d'une certaine manière aussi de fixer beaucoup plus aussi au niveau législatif des éléments pour avancer avec les rails. Je finis. Le seul message que je veux vous donner, c'est que ne parlez pas uniquement des voitures électriques et des camions hydrogène. Le rail est là, le rail peut faire plus, le rail a la capacité de faire plus et il faut d'une certaine manière prendre l'enjeu de l'année 2021, de l'année européenne du rail, pour mieux positionner le rail par rapport aux autres modes de transport. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre présentation. Alors, en effet, on a déjà reçu pas mal de questions, donc je vais vous les soumettre. Les deux premières questions, finalement, se relient. Pourquoi le train est-il si cher? N'est-ce pas le résultat de politiques publiques nationales et européennes en faveur de l'automobile et surtout du camion pour favoriser l'emploi bon marché? Deuxième question reliée qui, là, a plus à voir avec le trafic aérien. Le problème principal du rail n'est-il pas l'attractivité, ça vous l'avez dit? Si un billet de train est 3 fois plus cher qu'un billet d'avion, même après la crise Covid-19, les citoyens européens regarderont toujours le prix, surtout les jeunes et les plus pauvres qui n'ont pas le luxe d'être écologiques. Donc, deux questions sur le prix du billet de train. Sur le prix. Je pense que j'ai donné quelques éléments. Première chose, d'une certaine manière, le rail paie plus ses coûts que les autres modes de transport. C'est-à-dire, il faut équilibrer. Comment on équilibre? C'est une autre question. Est-ce qu'on équilibre en mettant plus de poids sur les autres modes de transport ou est-ce qu'il y a une autre façon d'équilibrer? Ça, c'est tout l'enjeu du débat qu'on aura dans les prochains mois à venir. La commission, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, est venue avec un papier sur le transport futur et elle annonce 82 mesures qu'elle va mettre en œuvre dans les prochaines années ou proposer dans les prochaines années. Première chose. Deuxième chose, effectivement,
il y a dans le rail, on n'arrivera jamais à avoir un marché complet. On aura toujours des obligations de service public. D'une certaine manière, c'est aux différents États aussi de réfléchir un peu aux obligations de service public et de voir un peu comment on peut renforcer ceci. Troisième chose, parfois, c'est aussi une question de capacité. Et nous pouvons, avec la digitalisation, avoir beaucoup plus de capacité. Je vois aussi des exemples. Moi, pour vous donner un exemple, je navigue entre Bordeaux et Bruxelles. J'arrive à trouver des billets de train à 90 euros pour aller de Bordeaux à Bruxelles. Et c'est une ligne directe d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut peut-être aussi une attitude un peu différente. On avait dans le passé l'attitude, les, les billets des trains coûtent tout le temps la même chose. Tandis que dans l'avion, on sait qu'il faut s'y prendre en avant pour avoir des avions moins chers. Il faut aussi probablement changer un peu notre façon de nous comporter. Quatrième chose, je trouve qu'il y a certaines initiatives comme donner une espèce de passe Interrail, Discover EU pour les jeunes, sont des initiatives assez bonnes et je pense que là-dessus, on peut aussi espérer qu'à un certain moment, on arrivera à quelque chose qui est beaucoup plus concurrentiel à l'aviation que c'est maintenant. Merci beaucoup. Alors la question suivante, on a parlé donc transport de passagers. La question suivante concerne le fret. C'est une question assez courte finalement. Qu'est-ce qui freine le transport de marchandises par rail par rapport au transport routier, par exemple? Alors, dans le transport par rail, fret par rail, nous avons plusieurs problèmes. Premier problème, c'est certainement l'interopérabilité, le manque de l'interopérabilité entre les différents systèmes ferroviaires qui fait que nous avons des retards assez importants entre différents États membres et nous sommes en train de travailler là-dessus. J'ai mentionné les systèmes de gestion des trafics européens, j'ai mentionné le couplage digital. Il y a aussi des règles très bizarres que chaque État membre a en termes qui ne sont pas bizarres en tant que tels, mais qui sont bizarres quand on les prend ensemble en termes de sécurité ferroviaire ou une règle qui s'applique en France n'est pas la règle qui s'applique en Belgique, n'est pas la règle qui s'applique aux Pays-Bas. Et d'une certaine manière, on est en train de faire le nettoyage de toutes ces règles. Alors, je pense que dans les prochaines années, on va aussi cette année faire une révision du règlement sur le corridor fret. Dans les prochaines années, on aura beaucoup plus un système fluide de transport par rail. Je vous donne un exemple. Chine, canal de Suez. On a maintenant, je ne sais pas combien de trains par semaine qui arrivent en Europe de Chine. Ils prennent à peu près 10 jours de Chine jusqu'à la frontière de l'Union européenne. Et malheureusement, parce que nous avons encore trop de règles complexes à l'intérieur de l'Union européenne, nous prenons encore 5 à 6 jours avant que le train arrive à Paris. Ça devrait être beaucoup plus rapidement. Et je pense que ça, c'était un des enjeux maintenant de travail sur le fret ferroviaire. Merci beaucoup. Alors les séries de questions suivantes ont à voir avec la coordination des politiques du transport entre les États membres. Euh, donc, vous avez évoqué une vision du train au niveau international plutôt que celle qui existe actuellement, qui est nationale, puisque les États membres ont seulement développé dans leur propre pays. Je pense aux structures du rail entre des pays frontaliers. Luxembourg a son propre système, la France, la Belgique. Les anciens trains sont encore en circulation et ne peuvent s'adapter au nouveau système. Pourquoi les États membres ne passent-ils pas à l'action? Et une deuxième question qui va finalement un petit peu dans le même sens.
La politique des transports à l'échelle de l'Europe n'est-elle pas compliquée à coordonner? Certains pays se focalisent sur les trains à grande vitesse, d'autres à rénover leurs infrastructures ou une meilleure connexion à l'échelle locale des trains ou même des trams. Quid d'une stratégie commune? Euh, je pense que c'est à peu près la même question, mais je vais essayer de répondre. Euh, sur la première question, en réalité, c'est l'élément d'interopérabilité que j'ai déjà mis en avant. Nous avons en réalité maintenant une agence unique qui donne les licences pour l'autorisation des locomotives, des wagons. C'est l'agence ferroviaire à Valenciennes. Elle a commencé d'être responsable pour tous les États membres. Il y a 2 États membres qui n'ont pas de rails, Malte et Chypre, mais sinon pour tous les 25 États membres, de donner des autorisations uniques. C'est-à-dire nous avons pris trop longtemps de construire l'Europe du rail. Si je le compare avec l'aviation, nous avons une agence à Cologne qui donne des licences pour des avions, que ce soit Airbus ou Boeing. Et évidemment, la licence est valable partout en Europe. Ceci est uniquement en train de se passer maintenant. Nous sommes en même moment en train aussi de mettre en œuvre des règles en ce qui concerne le renouveau des parcs de locomotives pour être sûr que ces locomotives sont interopérables. Ça prendra un peu de temps, mais on est en bonne voie. Et surtout, ça c'est ce que je veux dire en faveur du ferroviaire. Ça a peut-être pris un peu de temps pour que l'enjeu d'espace unique ferroviaire européen soit bien compris par les sociétés de chemin de fer. Mais maintenant, on a une génération aussi des gestionnaires, des managers dans ces sociétés qui pensent européen. Et d'une certaine manière, ça m'a frappé le plus. Moi, je n'étais pas dans le ferroviaire depuis quelques années. Quand je suis revenu, j'ai vu que maintenant, on pense Europe, ce qui est bien. Et du coup, alors, oui, il faut développer la grande vitesse, mais il faut aussi, il faut tout faire. Il faut aussi être très, très vigilant à ce que les connexions régionales soient maintenues. Ça a à voir avec l'attractivité du rail. D'une certaine manière, nous avons, je pense, maintenant une vision globale des enjeux pour le rail global européen qui est beaucoup plus unifié qu'il y a encore 10 ans. Merci beaucoup. Alors, on a déjà dépassé notre temps alloué, mais je vais me permettre, si ça vous va, de vous poser encore peut-être 2 questions. La première question, vous avez parlé justement du réseau local. La suppression des stations de train, bon nombre sont supprimées en Belgique, en France, dans des petites villes notamment. Pensez-vous qu'il y aura un jour une réouverture? Euh, Là-dessus, je ne suis pas spécialiste, mais là, je parle en tant que citoyen européen et utilisateur du train. Je pense que si nous arrivons à transformer les rails dans le transport, un des moyens de transport principaux du XXIe siècle, ces stations vont être réouvertes parce qu'on aura besoin. Mais on aura besoin uniquement s'il y a une fréquence qui est garantie et si l'utilisation du train a lieu. Et je suis assez confiant qu'on va renverser la vapeur là-dessus. Et la dernière question, qui est finalement assez générale et qui vous donnera l'occasion de conclure, que peut-on attendre de cette année européenne du rail? Moi, je pense qu'il faut plutôt parler d'une décade du rail.
L'année européenne, et vous allez voir ça dans mon petit papier, est là pour lancer des initiatives. Mais on a l'enjeu principal d'ici 2030 de réduire les émissions à effet de gaz de serre de 55%. Je suis intimement convaincu qu'on n'arrivera pas si le rail n'augmentera pas sa part modale dans le transport. Il y a un changement énorme qui s'est fait aussi avec le Covid, mais on aura quand même besoin du rail dans les prochaines années. Et nous avons les éléments, les atouts pour le faire. Et l'année européenne 2021 est l'année où moi j'ai listé 10 initiatives. Il faut lancer des initiatives pour transformer cette décennie dans la décennie du rail. Merci beaucoup et merci beaucoup pour votre présentation et d'avoir pris le temps de répondre aux questions de nos auditeurs. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette Euroquestion. L'enregistrement sera mis en ligne dans l'après-midi et nous vous l'enverrons, ainsi que la publication de M. Routeux que vous voyez ici à l'écran, Faire préférer le train aux Européens, qui a été la base pour la présentation de ce jour. Le prochaine Euroquestion aura lieu le 21 avril, donc nous accueillerons le directeur de notre centre énergie, Thomas Pellerin-Carlin, qui abordera à la veille du jour de la Terre l'action européenne pour le climat et l'engagement retrouvé des Américains sous la présidence Biden pour cette question majeure. Nous vous souhaitons une très belle après-midi et merci, M. Routeux, pour votre intervention. Merci et merci pour les questions.